Est-ce que vous seriez capable de manger les cendres d'un de vos proches, mort, mélangées à une bouillie à la banane? Que feriez-vous si en vous baladant sur la plage vous trouviez un pied humain, dans une chaussure, mais sans le reste du corps qui va avec? Ou bien, si vous appreniez que la personne qui habitait avant vous dans votre logement avait été assassinée et retrouvée, liquéfiée par la décomposition dans ce qui vous sert de salon, est-ce que cela vous mettrait en colère de ne pas avoir été informé? Ouais, vous l'avez compris, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble un certain nombre d'anecdotes, plutôt macabres, tout aussi passionnantes qu'effroyables. Car ouais, même si le but est de toucher du doigt parfois l'insoutenable, il s'agira aussi pour nous de développer ensemble notre culture du sombre et du perturbant. Vous êtes sur Creepy Machine, c'est parti. Le sati. Ouais, dans le genre aussi révoltant que perturbant, le sati c'est une tradition que j'avais envie de vous partager depuis longtemps, tellement je la trouve parfaitement effroyable. Alors historiquement, le sati c'est une pratique hindouiste assez ancienne qui a pris naissance autour du IVe siècle en Inde. Une pratique qui était d'ailleurs loin d'être universelle, seuls quelques castes la pratiquaient de manière assidue, comme par exemple les guerriers Rajputs, dans le nord-ouest de l'Inde, au Rajasthan. Pour les autres, c'était une pratique complètement ignorée, voire considérée comme parfaitement déviante. Bon, j'imagine qu'à ce stade vous aimeriez bien comprendre de quoi on parle et en quoi consiste le sati. En fait, dans les communautés pratiquant le sati, lorsqu'un homme décédé, souvent un guerrier, sa veuve, se jetait volontairement dans le bûcher allumé à l'occasion des funérailles, pour incinérer son mari. Une tradition qui devait symboliser une forme de dévotion conjugale ultime, et où la sacrifiée était le plus souvent glorifiée par la communauté. Et du coup, le mot sati désigne en fait deux choses parfaitement intriquées. L'acte en lui-même, le sacrifice, qu'on nomme le sati, et la personne qui le pratique, la veuve, que l'on nomme la sati. Seulement, quand je parle d'acte volontaire, vous imaginez bien que les choses ne sont pas si simples que ça. Car entre le risque, pour la veuve de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins et de finir dans une extrême pauvreté, ou celle qui risquait tout simplement d'être exclue de la communauté, et qui par conséquent sautait dans le feu par pression sociale, je vous laisse imaginer à quel point certaines de ces femmes n'avaient en fait pas vraiment le choix. Le sati va être officiellement interdit en Inde, autour de 1829, par les colons britanniques, qui jugeaient cette pratique parfaitement barbare. Et ce qui est assez paradoxal, mais pas vraiment étonnant, c'est que lorsque cette pratique a été officiellement interdite, elle était déjà quasiment en voie de disparition en Inde. Seulement, en l'interdisant, un interdit en plus, imposé par des colons, elle a réveillé chez certains le besoin de renouer avec leur tradition. Et la pratique a explosé de nouveau. Mais cette fois, sur une très courte période, heureusement. Aujourd'hui, la pratique du sati a quasiment disparu, et on a affaire à des cas très sporadiques. L'un des derniers remonte à 1987, et avait d'ailleurs provoqué un scandale en Inde. À cette époque-là, Rup Kanwar, une jeune femme du Rajasthan âgée de 18 ans, s'était sacrifiée en pratiquant le sati dans le bûcher de son mari avec qui elle était mariée depuis seulement 8 mois. Touché par une gastro-entérite aiguë, son mari était a priori décédé autour de septembre 1987. La belle famille de Rup Kanwar avait alors organisé les funérailles du mari en préparant un sati, à la demande de la jeune femme. A priori, l'information du sacrifice prochain de la jeune femme avait circulé, et plusieurs milliers de personnes s'étaient alors déplacées pour l'occasion pour assister au sati. Après sa mort, le lieu du sacrifice a priori continué d'attirer des milliers de pèlerins, dans le but de vénérer Rup Kanwar comme une Sati Mata, ou en français, une mère pure. Seulement, l'enquête des journalistes de la région va mettre en évidence des témoignages assez épouvantables. Parlant de cris et de pleurs entendus dans la maison avant la cérémonie, Rup Kanwar serait sorti vêtu de son sari rouge de mariée, complètement abruti et peut-être même drogué. Elle aurait essayé de s'enfuir du bûcher, mais aurait été rattrapée et frappée par des individus armés. Bref, plutôt qu'un sacrifice demandé par la jeune femme, c'était en fait bien une mise à mort qui a eu lieu ce jour-là, poussée par la belle famille. À la suite de cette affaire, et devant le tollé qu'elle aura provoqué dans le pays, la pratique et la glorification du sati sera officiellement interdite par la Commission of Sati Prevention et le Sati Prevention Act la même année,
en 1987. Allez, continuons notre voyage dans le macabre pour aborder la tradition des masques mortuaires. Alors me concernant, ces reproductions en cire ou en plâtre, c'est selon, de visages de personnes décédées m'ont toujours mis mal à l'aise. En fait, je suis tiraillé entre l'expression d'un visage finalement plutôt apaisé, serein, parfois empreint même d'une certaine beauté, et la vision de ces visages émaciés, aux joues creusées, inertes, et ne respirant pas la bonne santé, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils m'ont toujours dérangé, un peu comme le sentiment que génèrent chez moi les poupées reborn, ultra réalistes. Bon, l'idée de préserver l'image d'un défunt, c'est pas nouveau. Dès l'Égypte antique, on posait sur les momies des masques funéraires en or, en bois ou en cartonnage. Vous connaissez déjà sans doute le célèbre masque de Toutankhamon. Cependant, c'est véritablement durant la Rome antique que les masques mortuaires en cire, appelés Imagines Maiorum, vont connaître leur apogée. En effet, à cette époque, chez les familles patriciennes, en gros les aristocrates de l'époque, on réalisait pour les membres les plus importants de la famille des moulages en cire de leur visage. Seulement, il arrivait très souvent que ces moulages se fassent un peu en catastrophe, et à la dernière minute, en gros, après le décès de la personne. Ces imagines, qui étaient ensuite peints pour représenter la carnation, étaient utilisés lors des funérailles, et parfois portés par des acteurs se faisant passer pour le défunt. On installait ensuite les masques dans les maisons, une manière finalement assez concrète d'entretenir le souvenir, l'héritage, et surtout la gloire des membres les plus illustres de sa famille. Vous en pensez quoi? Ça vous dirait, vous, d'accrocher le masque en cire de votre mamie au-dessus du canapé du salon? Ouais, je vous avoue que cette idée me trouble un peu. La pratique a ensuite évolué et s'est maintenue au fil des siècles, notamment pendant la Renaissance en Europe, et même au-delà. Comme vous l'imaginez, la réalisation des masques mortuaires, qui étaient passés de la cire au plâtre, était le plus souvent réservée aux souverains, aux papes, bref, aux personnalités imminentes de l'époque. On pourrait citer par exemple Dante, Henri IV, Beethoven, Newton. Certains ont d'ailleurs servi de base pour la création de sculptures ou de peintures posthumes, histoire de garantir la ressemblance avec le sujet. La pratique a ensuite perdu de son essor, mais a pu réapparaître à certaines occasions, notamment au moment de la mort de Napoléon Ier à Sainte-Hélène, où le docteur Francesco Antomarchi aurait alors réalisé le 7 mai 1821 un masque en plâtre de l'empereur dont émanera de nombreuses copies. On pourrait également rajouter Victor Hugo, qui en 1885 a eu droit aussi à sa mort, à son masque mortuaire. Enfin, l'un des masques les moins connus, mais pourtant sans doute le plus vu, est celui de l'inconnu de la Seine. Le moulage du visage d'une jeune femme non identifiée, repêchée dans la Seine, à Paris, vers la fin des années 1880, dont on ignore les causes véritables de la mort. Devant ce visage, empli de beauté et de mélancolie, un médecin légiste décidera d'immortaliser son visage en réalisant un masque mortuaire. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est que son visage sera choisi vers la fin des années 50 pour devenir le modèle du premier mannequin de secourisme de réanimation de l'histoire, créé par l'Autrichien Asmund Lerdahl. Ouais, son visage deviendra un outil utilisé dans le monde entier pour l'apprentissage du bouche à bouche. La cryopréservation. Ouais. Et si la mort n'était pas une fin, mais plutôt une pause? Ouais. C'est en substance le pari que certains ont choisi de faire en misant sur la cryogénisation, ou plus précisément la cryopréservation. Et ouais, au moment où vous êtes en train de m'écouter, il existe plus de 500 personnes qui, après leur mort, ont fait le choix de plonger leur corps dans de l'azote liquide à moins 196 degrés. Le but, vous l'avez déjà deviné, c'est d'être un jour ramené à la vie grâce au progrès de la médecine et des technologies. A noter que si vous le souhaitez, vous pouvez opter uniquement pour une cryopréservation du cerveau, via une décapitation, avec préservation d'une partie de la moelle épinière. Parfait pour un transfert de conscience dans un ordinateur, ou une petite greffe de tête sur un nouveau corps. Alors l'idée de la cryopréservation a véritablement pris son essor en 1962, lorsque le physicien américain Robert Ettinger l'a popularisé avec son livre « The Prospect of Immortality », la perspective de l'immortalité. Pour lui, la mort telle que nous la définissons aujourd'hui, l'arrêt du cœur, de la respiration, des fonctions neurologiques, deviendra dans le futur quelque chose de parfaitement réversible. C'est en 1967 qu'a lieu la première cryopréservation humaine, celle de James Bedford,
un professeur de psychologie. Une cryopréservation réalisée par la Cryonics Society of California, une boîte qui quelques années après fermera et qui conduira le corps de Bedford et son caisson à passer durant plusieurs années d'entrepôt en garage de particuliers. Son corps finira à la fin des années 80 par être récupéré par la société Alcor. Robert Ettinger, l'auteur du livre, que l'on a cité juste avant, est lui allé au bout de ses convictions. Il a été cryopréservé à sa mort le 23 juillet 2011 à l'âge de 92 ans. Il est ainsi devenu le 106e patient du Cryonics Institute, une organisation qu'il avait lui-même fondée en 1976 dans le Michigan. Et chose assez étonnante, il y a rejoint sa mère, ainsi que ses 2 épouses, qui avaient toutes été cryopréservées, avec lui au sein du même institut. Visiblement, il avait su convaincre son entourage que son idée méritait d'être tentée. Bon, si vous souhaitez pas aller aussi loin, sachez qu'en Allemagne, il existe Tomorrow Biostasis, qui semble faire du bon travail, si on se fie aux avis Google. Aux États-Unis, l'Alcor Life Extension Foundation semble être le leader dans le domaine. Comptez environ 200 000 $ pour une prise en charge complète du corps, avec des frais d'entretien annuels. Vous serez alors installé dans un caisson rempli d'azote liquide, la tête à l'envers, avec 3 autres personnes, et avec au milieu une colonne, pouvant contenir plusieurs têtes. Ah, et pour la cryogénisation de la tête et donc du cerveau, c'est moins cher, seulement 80 000 $. Ah, et puis aussi, pourquoi la tête à l'envers ? Parce que si l'azote était amené à fuir, votre tête serait la dernière partie de votre corps à ne plus être en contact avec l'azote liquide, ce qui pourrait laisser suffisamment de temps pour réaliser une réparation et limiter les dégâts sur votre corps. Il est à noter que vous pouvez également y faire cryogéniser vos animaux de compagnie, si vous le désirez. En France, cette pratique reste interdite. Seules l'inhumation et l'incinération sont autorisées. Bon, par contre, comme vous l'avez compris, on sait cryogéniser, mais on ne sait pas encore ressusciter les morts. Les obstacles sont immenses. Entre les réparations à effectuer en lien avec les dommages causés par la maladie, ou la vieillesse, ou bien même l'accident initial, et les dégâts inévitables liés à la cryogénisation, le défi semble presque impossible. Et même si cela finissait par fonctionner, rien ne garantit que vous seriez réanimé dans une époque ou un endroit qui ne ferait pas de votre nouvelle vie un enfer. En effet, rien ne garantit, entre guillemets, la qualité de votre résurrection. Peut-être que votre tête sera installée dans un bocal, sur une table. Une vie parfaitement épouvantable. De plus, ces personnes ont payé pour être conservées, mais qui va payer les techniques qui leur permettront de revenir à la vie ? Leurs descendants ? Vous pensez que dans 300 ans, après que 10 générations se soient succédées, on va encore se rappeler de vous ? Ou encore se donner la peine de vous faire revenir alors que vous n'êtes qu'un parfait étranger à leurs yeux ? De plus, sur le plan éthique et philosophique, qu'est-ce que cela impliquerait de ramener des personnes et de les réinsérer dans un monde et une époque qui ne leur appartiendraient plus ? Bref, vous l'avez compris, cette histoire de cryopréservation est peut-être un pari plus risqué qu'il n'y paraît. Avoir les pieds dans l'eau. Imaginez, vous vous promenez tranquille sur une plage, le bruit des vagues, un peu de vent, et bim. Soudain, vous tombez sur une chaussure. Bon, rien d'étonnant à première vue, c'est quelqu'un qui en repartant a oublié de la récupérer. Sauf qu'en la ramassant, vous vous apercevez que cette chaussure contient en fait un pied humain. Ouais, un pied entier, encore chaussé. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment arrivé une vingtaine de fois depuis la fin des années 2000 sur certaines plages du nord-ouest du continent américain. Tout a commencé en août 2007, lorsqu'une jeune fille découvre une chaussure de sport sur la plage de l'île de Jedediah, en Colombie-Britannique au Canada, sur les côtes de la mer des Salish. À l'intérieur, un pied humain, en état de décomposition. Seulement quelques mois plus tard, d'autres pieds sont retrouvés sur des plages voisines, et même du côté de Seattle, aux États-Unis. Entre le 20 août 2007 et le 23 juillet 2023, 19 pieds vont être retrouvés en Colombie-Britannique. Le point commun à tous ces pieds ? Celui d'être enfermés dans des baskets, souvent des modèles assez récents et résistants à l'eau. Alors évidemment, l'affaire fait grand bruit dans les médias et explose au niveau international lorsqu'un 5e pied est retrouvé. Les théories fusent de tous les côtés, un tueur en série qui balance les pieds de ses victimes à la mer, un trafic d'êtres humains, des rituels étranges,
un accident d'avion en mer dont personne n'aurait parlé, ou les conséquences du tsunami de 2004. Bref, tout le monde a sa petite théorie. Seulement, l'affaire intrigue, fascine, mais surtout elle inquiète. C'est donc dans ce contexte que les enquêteurs vont prendre les choses très au sérieux. Et là, on pourrait s'attendre à une explication extrêmement sombre. Le temps de l'enquête des autorités canadiennes va permettre finalement d'apporter au moins, en partie, une explication plutôt simple à ce mystère. Le détail qui sera le plus parlant, vous l'avez déjà compris, c'est les chaussures. Comme précisé, la grande majorité des pieds ont été retrouvés dans des baskets modernes, et contrairement aux modèles plus anciens, les baskets récentes sont fabriquées avec des matériaux très légers et surtout flottants. Du coup, lorsqu'un corps se retrouve dans la mer et se décompose dans l'eau, les articulations finissent par céder, et c'est là que les pieds bien protégés dans leurs chaussures étanches se détachent et dérivent en flottant jusqu'à s'échouer sur une plage. Les pieds retrouvés appartiendraient en majorité à des personnes disparues, victimes de noyades accidentelles, criminelles, ou liées à la volonté de se supprimer. Certains pieds ont d'ailleurs permis d'identifier des victimes, le plus souvent des personnes qui habitaient dans le coin et qui avaient disparu depuis plusieurs mois, voire depuis de nombreuses années, et qui étaient en proie à des souffrances psychiques assez sévères. Seulement, vous devez vous demander aussi pourquoi ces pieds ont échoué ici, en particulier, et pourquoi maintenant ? Eh bien c'est là qu'une partie du mystère demeure. Les courants marins dans cette région sont très complexes, et malgré l'identification de certaines victimes, une majorité des pieds retrouvés n'ont pas permis d'identifier leurs propriétaires, ni les raisons qui ont provoqué leur décès. Les Jikobuken. Dites-moi, vous vous êtes déjà demandé si quelqu'un était déjà mort chez vous ? Enfin, je veux dire, pour celles et ceux qui habitent un logement ayant déjà été occupé auparavant, est-ce que ça vous dérangerait d'apprendre qu'un cadavre y a été retrouvé, ou que quelqu'un y est mort ? Eh bien sachez qu'au Japon, ce genre de maison ou d'appartement porte un nom. Lorsqu'un décès survient dans un logement, qu'il s'agisse d'un meurtre, d'une mort naturelle découverte tardivement, ou d'une mort auto-infligée, ce bien est alors qualifié de Jikobuken. Ce qui signifie littéralement bien immobilier avec un incident, une expression qu'on pourrait aussi traduire par logement stigmatisé ou bien immobilier à antécédent. Et pour le coup, au Japon, c'est loin d'être un simple détail. En effet, ces logements réveillent chez la population de fortes superstitions, parfois très ancrées. Beaucoup de Japonais croient que l'esprit d'une personne morte, dans son logement, pourrait alors hanter les lieux. Et au-delà de ce folklore, impliquant donc des fantômes, il y a surtout une notion très importante à prendre en compte dans la culture japonaise, c'est la notion de pureté. En effet, dans la tradition shinto, un lieu où une personne est morte, surtout dans la souffrance ou la solitude, c'est considéré comme un lieu souillé. Dormir, manger et vivre dans un espace où une personne a connu une fin violente ou solitaire représente pour beaucoup de Japonais une angoisse insupportable. Et ce qui est assez surprenant, c'est que le malaise généré par ces logements est tel que les législateurs ont dû intervenir en instaurant des obligations légales très concrètes encadrant la vente ou la location des Jikobuken. Un propriétaire ou une agence immobilière est ainsi obligé d'informer tout acheteur ou locataire potentiel de la nature d'un Jikobuken. En octobre 2021, le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme a précisé un certain nombre de règles sur ce qui doit être divulgué. Il y a d'abord les meurtres, ensuite les décès par incendie, les morts naturelles découvertes tardivement nécessitant un nettoyage spécial, si vous voyez ce que je veux dire, et bien sûr, les morts auto-infligées. Pour les locations, l'obligation d'information s'éteint généralement 3 ans après les faits. Pour les ventes, en revanche, il n'y a aucune limite de temps. La soudure est considérée comme permanente. Et comme vous vous en doutez, le business autour de ces lieux maudits n'est pas si simple. Vendre ou louer ce type de bien est extrêmement compliqué. Par conséquent, les prix peuvent dégringoler de 20 à 50%, voire plus, si le drame a été particulièrement sordide ou médiatisé. Pour un propriétaire, c'est une perte sèche. Et l'une des pratiques les plus courantes pour limiter les pertes consiste à louer le bien pendant 3 ans, à un tarif très attractif, et ce parfois directement à un employé d'une agence immobilière. Une fois que ce premier locataire a purifié les lieux par sa simple présence, la loi n'impose plus aucune mention de l'incident au locataire suivant. Il
Il est à noter que ces biens attirent malgré tout certaines populations, comme les personnes à faible revenu, les étudiants, ou bien même les étrangers, qui sont bien moins sensibles à ces croyances. Des personnes qui peuvent ainsi accéder à des logements parfois extrêmement bien situés pour une fraction du prix normal. Pour les biens à vendre, certains investisseurs se sont spécialisés dans les jikobuken et rachètent ces biens à bas prix en pariant sur l'oubli, pour les relouer ensuite au prix fort. Seulement le phénomène est tellement enraciné au Japon qu'il a donné naissance à des plateformes spécialisées sur le web qui cartographient méticuleusement tous les jikobuken du pays et qui précisent même la nature des incidents. Si chez nous, on consulte d'abord le diagnostic de performance énergétique, là-bas, on va sur le site Oshimaland pour vérifier si son logement est maudit et potentiellement hanté. Du coup, cette base de données publique rend la dissimulation d'un jikobuken quasi impossible. D'ailleurs, le site propose d'autres pays que le Japon. Et vous? Vous pourriez vivre dans un jikobuken? C'est peut-être déjà votre cas. N'hésitez pas à nous parler de votre expérience en commentaire. Le nablock. Vous savez ce que c'est un nablock? Non? Bon, je vous donne un indice. C'est un mot islandais qui veut dire culotte de cadavre. Ouais, j'imagine que ça vous avance pas beaucoup plus. Eh bien, sachez qu'un nablock, c'est tout simplement un pantalon fabriqué à partir de la peau d'un cadavre humain. Un genre d'artefact utilisé dans la sorcellerie islandaise du XVIIe siècle, censé apporter une richesse inépuisable à son porteur. Selon les récits, pour fabriquer un nablock, il y avait pas mal d'étapes à respecter. D'abord, fallait avoir l'autorisation d'une personne de son vivant pour prélever sa peau après sa mort. Une fois la personne décédée et enterrée, le sorcier devait alors exhumer le corps pour le dépouiller de la peau des jambes, de la taille jusqu'aux pieds, en un seul morceau, sans aucune déchirure ni trou. Ouais, j'imagine que vous devinez la difficulté et la dextérité presque surnaturelle que cela devait demander. Une fois la peau retirée, elle était enfilée par le sorcier, mais le rituel était loin d'être terminé. Il fallait également posséder une pièce de monnaie volée à une veuve, pauvre. Ouais, je vous l'accorde, c'est assez précis. Ensuite, le sorcier dessinait sur un morceau de parchemin un symbole magique, appelé Nablokastaful, une sorte de talisman. La pièce de monnaie et ce symbole devaient alors être placés dans le scrotum du pantalon. Et c'est là qu'a priori la magie opérait. On croyait que tant que la pièce demeurait dans le scrotum du nablock, l'argent affluerait sans cesse dans le pantalon, garantissant une richesse infinie à son porteur. Mais attention, le porteur ne devait surtout pas mourir avec le nablock sur lui. S'il ne le transmettait pas correctement à un successeur, son âme serait alors condamnée à errer éternellement dans le tourment. Et le transfert n'était pas simple, Le sorcier devait d'abord retirer une jambe du pantalon pendant que le nouveau propriétaire y glissait la sienne, l'idée étant que le nablock soit toujours porté, sans interruption. Un moment sans doute extrêmement périlleux au vu de la fragilité de l'objet. Si le cœur vous en dit, vous pouvez voir la seule paire connue de nablock au monde exposée au musée de la sorcellerie islandaise à Holmavik. L'objet est plutôt perturbant, mais comme vous vous en doutez, il s'agit en réalité d'une reproduction assez réaliste de ce à quoi pourrait ressembler un nablock. Vous l'aurez compris, cet objet et son rituel relèvent bien plus du mythe et de la légende que d'une réalité historique. Cependant, au XVIIe siècle, la sorcellerie était bel et bien implantée en Islande, ce qui mena d'ailleurs à l'âge du feu, une période d'environ 40 ans durant laquelle les sorciers, principalement des hommes, furent persécutés et exécutés. Cette époque était plutôt chaotique, entre guerre et famine et catastrophes naturelles. Certains recherchaient leur salut dans la sorcellerie, alors que d'autres recherchaient des boucs émissaires tels que les sorciers, prétendument à l'origine de tous les malheurs que traversaient les populations à cette époque. Le Mingun. Est-ce que vous savez que dans certaines provinces de Chine, lorsqu'une personne célibataire sans enfant décède, on croit que son fantôme viendra hanter, tourmenter et persécuter sa famille pendant plusieurs générations. Ouais, c'est une manière assez flippante de voir les choses. Cette superstition date d'il y a plus de 2000 ans et aurait émergé pendant la dynastie des Han, de 206 avant Jésus-Christ à 220 après Jésus-Christ. Généralement, on attribue cette superstition à la philosophie du yin et du yang, qui exige, comme vous le savez sans doute, un équilibre entre l'ombre et la lumière, mais aussi, plus généralement,
entre toutes choses. Et donc, à cette époque, si une personne mourait célibataire, on pensait que son esprit ne trouverait pas l'équilibre et qu'il souffrirait de solitude dans l'au-delà s'il n'était pas accompagné d'un ou d'une épouse. Une solitude qui l'amènerait donc à revenir parmi les vivants pour les tourmenter et provoquer des malheurs. Ainsi, pour éviter que le défunt vienne les hanter, les familles organisaient des mariages entre cadavres, plus communément appelés mariages fantômes ou mingun. Une tradition qui existe encore aujourd'hui dans certaines provinces de Chine, notamment dans le Shaanxi et le Henan. Dans cette situation, les familles font appel à des entremetteurs pour trouver le conjoint idéal pour leur défunt. Généralement spécialisés dans le feng shui, ils sont capables aussi de comparer les horoscopes des défunts et de vérifier leur compatibilité. Là aussi, malheur à la famille si leur défunt se retrouve dans l'au-delà avec quelqu'un avec qui ils ne s'entendent pas. Une fois le mariage arrangé, la famille du marié offre une dot à la famille de la mariée, argent, bijoux, comme pour un mariage tout à fait classique en fait. Parfois, le cadavre est directement acheté à la famille, avec des prix pouvant osciller entre 4 000 et 10 000 euros selon les classes sociales. Lors de la cérémonie, on fabrique souvent des effigies des mariés en bambou et en papier, habillés en tenue de noces, et on organise un banquet. Le moment le plus important, ensuite, consiste à exhumer les restes d'un des défunts pour les transférer dans la tombe de l'autre. Les ossements ensuite réunis dans une même tombe viennent sceller leur union pour l'éternité. Vu sous cet angle, on pourrait se dire qu'il s'agit d'une tradition sans doute assez inoffensive. Pourtant, elle implique malheureusement des conséquences assez épouvantables. Avec la politique de l'enfant unique, la naissance des garçons et leur survie ont été privilégiées par rapport à celle des filles durant des dizaines d'années, ce qui implique qu'encore aujourd'hui, il y a plus de garçons en Chine que de filles. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Ouais, en fait, lorsqu'il s'agit d'organiser un mariage fantôme, il sera toujours plus difficile de trouver une dépouille de femme à marier qu'une dépouille d'homme. Et bien évidemment, ce déséquilibre entre l'offre et la demande va être exploité par certains et créer un marché noir du cadavre. Ainsi, début 2000, Song Tiantang, âgé d'une quarantaine d'années à l'époque, est emprisonné pendant 2 ans pour le crime d'insulte au cadavre. En effet, depuis 1998, il volait des cadavres de femmes fraîchement installées dans leur tombe pour les revendre et répondre à une demande très forte dans la province voisine du Henan pour des mariages fantômes. Et autant vous dire que ces vols sont loin d'être des actes isolés. Certains groupes mafieux en ont fait un véritable business, qui est d'ailleurs toujours d'actualité. Seulement là où les choses vont partir un peu en vrille, et c'est peu de le dire, c'est quand Song Tiantang ne pourra plus suivre la demande faute de matières premières. Et c'est là qu'il va avoir une idée assez effroyable, celle de tuer directement des femmes pour son business de mariage fantôme. Lorsqu'il se fera attraper en 2007, il reconnaîtra avoir tué 6 femmes dans le nord de la province du Hebei, et les avoir vendues pour un bénéfice total de moins de 20 000 yuan, soit à peine 2 500 euros. Bref, vous l'avez compris, entre le crime organisé, la marchandisation des corps, la profanation des sépultures, voire les meurtres, cette tradition des mariages fantômes a finalement été complètement pervertie. Le rite des Yanomami. Bon, comme vous pouvez le constater, le rapport à la mort selon les peuples peut être assez différent, et vous allez pouvoir constater que parfois ça peut aller très loin. En effet, les Yanomami, un peuple autochtone vivant principalement dans les forêts tropicales à la frontière entre le Venezuela et le Brésil, s'adonnent à des rites funéraires qu'on pourrait qualifier d'assez spécial, puisqu'ils vont nous emmener directement du côté de l'endocannibalisme rituel. En effet, pour les Yanomami, la mort n'est pas une fin absolue, mais une transition dans laquelle on doit accompagner le défunt. Lorsqu'une personne décède dans la communauté, son corps est d'abord enveloppé dans des feuilles et parfois incinéré, ou bien laissé dans la forêt jusqu'à ce que les insectes et la décomposition naturelle ne laissent que les os. Les cendres et les ossements sont ensuite collectés, broyés, jusqu'à obtenir une sorte de poudre, puis mélangés à une soupe à base de bananes plantains. Cette mixture va ensuite être consommée par chacun des membres de la famille proche, et parfois par la communauté entière. Ouais, vous l'avez compris, les Yanomami mangent littéralement leur mort. Alors bien sûr, vous imaginez bien que cet acte d'endocannibalisme s'inscrit dans une croyance spirituelle qui fait parfaitement sens dans la culture de ce peuple. Et en me penchant plus sérieusement sur le sens de ces actes, je me suis aperçu que les interprétations menaient vers des idées assez opposées. Mais en fait,
vous allez voir qu'elles sont totalement liées. La première idée, c'est de garder un lien. En mangeant les cendres, les Yanomami permettent à l'essence du défunt de rester au sein de sa famille. L'esprit vital, que l'on nomme le Rei, est ainsi en partie réintégré dans le groupe des vivants. Cet acte, considéré comme sacré, renforce de fait les liens communautaires et perpétue la mémoire et l'esprit du disparu, d'une manière qu'on qualifiera de très intime. La deuxième idée semble être un peu contradictoire, car chez les Yanomami, manger ses morts, c'est aussi leur permettre de partir. Ouais. Selon leurs croyances, si le corps n'est pas totalement et définitivement éliminé, le Rei du défunt, donc son esprit, ne pourra pas quitter le monde terrestre. Il risque de devenir un esprit errant et potentiellement malveillant. Et en effet, transformer les restes d'un corps en poudre et les faire ingérer par la communauté, c'est sans doute un moyen assez efficace de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Ainsi, en mangeant leurs défunts, les Yanomami accomplissent deux choses complémentaires. Ils libèrent d'abord l'esprit du défunt de son enveloppe charnelle pour qu'il rejoigne le monde des ancêtres, et ils ingèrent en même temps une partie de sa force vitale en eux, s'assurant ainsi que sa mémoire perdure au sein de la communauté. La légende des cochons mangeurs de chair. On dit que les porcs auraient la capacité de faire disparaître un corps humain, juste en le dévorant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que cette histoire tient plutôt du mythe ou de la réalité? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce supposé pouvoir de faire disparaître les cadavres chez les cochons a été très souvent exploité dans la fiction, que ce soit dans l'excellent film Snatch de 2000 de Guy Ritchie, où le personnage de Tête de Brique nous explique en détail comment les porcs peuvent consommer un corps en quelques minutes, la seule contrainte étant de retirer les dents du cadavre, le seul truc que les porcs ne digèrent pas, ou bien dans le film Hannibal de 2001, où on croise un élevage de cochons dressés pour dévorer des personnes vivantes. Ouais, très bonne ambiance. Seulement au-delà du cinéma, cette hypothèse n'a jamais vraiment été sérieusement étudiée. Pourtant, comme vous le savez, la réalité rattrape souvent la fiction, comme en 2012 dans l'Oregon aux États-Unis où un fermier de 70 ans avait été retrouvé mort dans son enclos, presque entièrement dévoré par ses propres cochons. Seuls quelques dents et fragments d'os avaient pu être récupérés. Les autorités pensaient que l'homme avait fait un malaise avant d'être attaqué par les animaux. Ou bien encore plus choquant, l'histoire du tueur en série canadien Robert Pickton, qui avait sévi dans les années 90-2000. Reconnu coupable pour avoir assassiné plusieurs femmes, il avait admis avoir donné certains de leurs restes à ses porcs pour les faire disparaître. Et c'est donc dans ce contexte, en 2020, que des membres du Forensic Science and Criminology Research Facility de l'université Simon Fraser au Canada ont réalisé une étude scientifique afin de répondre sérieusement à cette question. En effet, il n'existait pas encore de littérature scientifique publiée qui documentait ce comportement chez les porcins, ni quels éléments du cadavre pouvaient réellement, passez-moi l'expression, survivre à un tel processus. Faute de pouvoir utiliser un corps humain, les chercheurs ont conçu leur étude en s'appuyant sur des substituts biologiquement comparables, comme des carcasses de porc, pour leur proximité anatomique avec l'humain, ainsi que des carcasses de kangourous, pour varier le type de viande et les espèces, accompagnées de 90 dents humaines. Résultat, les porcs ont consommé sans hésitation tous les tissus mous, ainsi qu'une grande partie des os et des dents. Dans l'enclos, seulement 29% des dents ont pu être récupérées. Parmi les dents qui restaient, 35% avaient été digérées et 65% n'avaient pas été touchés. Sur 447 fragments d'os retrouvés au sol, 94% ont pu être identifiés en termes d'espèces. En revanche, les milliers de petits fragments d'os digérés dans les excréments étaient trop altérés pour être exploitables. Les études confirment donc que les porcs ont effectivement cette capacité à dévorer des corps et de les faire disparaître, mais seulement en partie. Du coup, en cas d'enquête, il sera toujours possible d'identifier une personne grâce aux dents en s'appuyant sur l'odontologie médico-légale et de déterminer les espèces à partir des os retrouvés au sol grâce à l'anthropologie légale, voire de réaliser des analyses ADN. Donc non, même si on voit ça dans les films, les porcs, malgré une certaine efficacité, ne sont pas une solution miracle pour faire disparaître totalement un corps. Il restera toujours des traces, exploitables par les enquêteurs, à moins que quelqu'un vienne faire le ménage dans l'enclos.
le Kiwi Coffin Club. Bon, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de clubs de lecture, de clubs de bridge, de clubs de jardinage ou même de clubs de cigares. Mais avez-vous déjà entendu parler d'un club dont le but est de se réunir pour fabriquer son propre cercueil en vue de son futur décès? Non? Eh bien écoutez donc ceci. Tout a commencé en 2010, dans la ville de Rotorua, en Nouvelle-Zélande, lorsqu'une certaine Cathy Williams, une ancienne infirmière en soins palliatifs, confrontée à la fin de vie et au deuil des familles pendant des années, va faire un double constat. D'une part, la mort est un sujet extrêmement tabou dans nos sociétés occidentales. On la cache, on n'en parle pas, ce qui laisse souvent les gens assez démunis et angoissés à l'approche du grand voyage. Et d'autre part, les funérailles ça coûte cher, et les cercueils sont souvent standardisés et parfaitement impersonnels. En fait, ils ne reflètent en rien la vie ni la personnalité du défunt. C'est donc dans ce contexte qu'elle crée en 2010 le premier Coffin Club, ou Club du Cercueil, dans son propre garage, avec une poignée de volontaires pour permettre aux gens, notamment les seniors, de se réapproprier cette dernière étape de leur vie, en fabriquant donc leur propre cercueil. Un club qu'elle décidera de nommer le Kiwi Coffin Club. Pourquoi avoir ajouté Kiwi ? Tout simplement parce que c'est le surnom donné aux Néo-Zélandais, en l'honneur de l'oiseau du même nom. Le concept s'est ensuite développé dans tout le pays, puis à l'international, en Australie, au Royaume-Uni et même aux États-Unis. Certains clubs réunissent plus de 120 membres et agissent parfois bénévolement pour offrir des cercueils aux plus démunis, et dans certains endroits, de petits cercueils sont fabriqués pour les bébés mort-nés et offerts aux hôpitaux. Alors c'est sûr, on va pas se le cacher, l'idée de fabriquer son propre cercueil peut paraître extrêmement morbide, voire macabre. Se préparer à sa propre fin, le sourire aux lèvres, un pinceau à la main alors qu'on est encore en vie, c'est sûr, tout le monde ne serait pas en capacité d'adhérer au concept. Pourtant, aussi perturbant que cela puisse paraître, cela nous force à regarder en face une réalité pourtant implacable. Et au-delà de l'aspect matériel, celui d'économiser de l'argent en fabriquant soi-même un cercueil, cela permet aux membres du club, en se réunissant chaque semaine et en travaillant le bois, de dédramatiser la mort, d'en parler ouvertement, avec humour et légèreté. C'est aussi une façon de rompre avec un isolement parfois difficilement vécu par de nombreuses personnes âgées. Et surtout, c'est une manière de reprendre un peu le contrôle sur la manière dont on souhaite partir et de mettre du soi dans ce cercueil comme un dernier mot sur sa propre histoire adressée à ses proches. Pour le moment, en France, ce type de club n'existe pas. D'ailleurs, au regard de la loi française et des normes strictes en lien avec la fabrication pour les cercueils, étanchéité, solidité, matériaux adaptés à l'inhumation ou à la crémation, épaisseur à respecter, etc., je ne sais même pas si cela serait possible et autorisé d'utiliser le cercueil qu'on aurait soi-même fabriqué.